Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Aux yeux du monde extérieur, le mariage de Sharon Pascal et Alex Reid avait été une union digne des magazines de mode. Célébrée dans le domaine historique de Brighton, sur les rives de l'Hudson, la cérémonie avait réuni sénateurs, magnats de la technologie et élites de l'Ivy League. Sharon portait une robe sur mesure en dentelle perlée à la main de Milan, et Alex se tenait droit dans un smoking Tom Ford, souriant comme un homme qui vient de conquérir le monde. La presse a salué l'union d'un couple puissant, alliant beauté et intelligence, Sharon, fille chaleureuse et cultivée d'un ancien directeur d'école, et Alex, ambitieux vice-président exécutif d'un empire immobilier en pleine expansion. Mais derrière les photos soignées et les toasts au champagne, des fissures commençaient déjà à se former. Lors de leur lune de miel à Santorin, Sharon a remarqué qu'Alex croisait rarement son regard lorsqu'elle parlait. Il était rivé à son téléphone pendant les dîners, impatient lorsqu'elle lui demandait comment s'était passée sa journée et dédaignait son propre rêve de devenir journaliste. Pourtant, elle s'en moquait, l'attribuant au stress ou au travail. Elle avait été élevée dans la conviction que les mariages exigeaient des efforts et que la patience, et non la confrontation, était la clé du succès. Alex Reid avait grandi dans l'ombre de la pauvreté, élevé par une mère célibataire qui jonglait avec 3 emplois dans un quartier difficile du New Jersey. Déterminé à ne plus jamais être pauvre, il s'était forgé un pouvoir incarné. Intelligent et calculateur, il était pourtant dangereux par son charme. Sharon l'avait rencontré lors d'une conférence où elle était bénévole comme assistante média. Il l'avait remarqué en train de prendre des photos et s'était approché, lui offrant une carte de visite et un sourire charmeur. En quelques semaines, ils étaient devenus inséparables, du moins c'était ce qu'il semblait. Ce que Sharon ignorait, c'est qu'Alex considérait le mariage comme une décision stratégique. Son attitude polie, sa réputation irréprochable et sa prestance gracieuse rehaussaient sa crédibilité sociale. Son origine familiale, bien qu'humble, dégageait un certain respect. Pour Alex, Sharon n'a jamais été une véritable partenaire. Elle était un bel accessoire, un accessoire à porter lors des galas et des levées de fonds de campagne. Derrière son charme et ses costumes sur mesure, il était émotionnellement absent, subtilement manipulateur et prompt à la colère quand les choses ne se passaient pas comme il le souhaitait. Mais Sharon, pleine d'espoir et d'indulgence, n'arrêtait pas de trouver des excuses à son comportement. Elle se disait qu'il avait simplement besoin de temps. Au fil des mois, Sharon essayait de s'adapter. Elle lui préparait ses plats préférés, laissait des mots doux dans sa serviette et avait même reporté une offre de stage importante pour passer plus de temps à la maison. Mais rien ne semblait jamais suffisant. Alex commençait à la critiquer en privé, son rire était trop fort, ses objectifs de carrière étaient absurdes et ses amis la distrayaient. Il ne leva jamais la main, mais ses paroles la blessèrent plus profondément que des poings. Il la faisait se sentir petite tout en préservant les apparences. En public, il était affectueux et attentionné, toujours prompt à lui poser une main dans le bas du dos ou à lui embrasser la joue. Il murmurait « Je t'aime » devant les caméras, pour finalement dormir dans la chambre d'amis une fois la porte fermée. Le regard autrefois brillant de Sharon s'estompa, sa confiance en elle lentement érodée par une cruauté silencieuse. Elle s'asseyait souvent seule sur le balcon le soir, se demandant comment un amour si prometteur au départ pouvait désormais ressembler à une cage bien décorée. Elle ne s'en rendait pas encore compte, mais ce mariage parfait n'était qu'une illusion soigneusement mise en scène, et elle était la seule à y croire. Rita Joshua entra dans le bureau de Reid & Crown avec une présence qui forçait le silence. Vêtue d'un tailleur écarlate moulant sa silhouette en sablier et de talons aiguilles qui claquaient avec précision, elle n'était pas seulement belle, elle était calculatrice. Sa longue tresse auburn tombait sur une épaule, ses yeux en amande pétillaient de malice et ses lèvres s'étiraient en un sourire confiant qui mettait quiconque au défi de la sous-estimer. Rita n'était pas née dans un milieu privilégié, elle avait gagné sa place dans chaque pièce où elle mettait les pieds. Sa mère, ancienne serveuse de boîte de nuit à Chicago, lui avait appris que l'apparence ouvrait des portes, mais que c'était l'esprit qui les gardait ouvertes. Rita a pris cela à cœur. Elle a obtenu son diplôme de Stanford, major de sa promotion, avec un double diplôme en marketing et en psychologie. À 28 ans, elle s'était forgé une réputation redoutable dans les relations publiques, réglant des scandales, améliorant des réputations et renversant des rivaux. Lorsque son cabinet a décroché le contrat de Reid & Crown, elle a vu le nom d'Alex Reid sur la liste des clients et l'a marqué d'une étoile rouge. Il était prometteur, jeune, beau et marié. Mais pour Rita, cela n'a pas été un obstacle. C'était un défi.
Leur première rencontre fut brève mais passionnante. Alex était entré dans la salle de réunion, vêtu d'un costume bleu marine, le regard perçant et la poignée de main ferme. Rita remarqua la façon dont il la scrutait rapidement, d'abord avec professionnalisme, puis avec une pointe d'intérêt. Elle s'assura de laisser ses doigts s'attarder pendant la poignée de main, soutint son regard une seconde de plus que nécessaire et prononça son discours avec une assurance douce et sensuelle qui fit bouger tous les hommes présents. Elle ne proposa pas de flirter ouvertement, pas encore. Elle lui témoignait son admiration, lui faisait des compliments subtils et lui posait des questions douces sur ses objectifs. Elle l'étudiait comme un projet, adaptant chaque mot à son ego. Et ça a marché. Après leur deuxième rencontre, Alex a commencé à répondre à ses courriels tard le soir en utilisant un langage plus large que professionnel. Un compliment glissé ici, un sourire narquois et un SMS là. Sharon n'en avait aucune idée. Elle continuait de préparer ses déjeuners et de l'embrasser sur le front à la fin de ses 4 réunions. Mais Rita devenait déjà sa distraction. Elle le rencontra un soir au bar d'un hôtel, sous prétexte de discuter de stratégie de marque. En quelques minutes, la conversation est passée du professionnel au personnel. Il a commandé du scotch. Elle du vin. Il plaisanta sur les exigences du mariage. Elle rit et posa doucement sa main sur la sienne. Cette nuit-là, leur liaison commença. La séduction de Rita n'était pas une question de sexe, mais de stratégie. Elle savait qu'Alex était attiré par le pouvoir, alors elle lui en offrit un avant-goût, enveloppé de soie, et murmura son admiration. Elle loua ses idées, valida ses frustrations envers Sharon et se rendit indispensable, tant sur le plan professionnel que personnel. Elle apprit ses restaurants préférés, ses insécurités d'enfance, ses ambitions politiques, et utilisa chaque information comme une arme. Dans l'ombre, Rita commença à remplacer Sharon, pas en public, pas encore, mais dans l'esprit d'Alex. Il commença à rentrer plus tard, distrait pendant le dîner, se disputant pour des riens. Rita, quant à elle, s'amusait à faire parler d'elle. Elle laissait des traces de parfum sur son costume, des traces de rouge à lèvres sur des serviettes oubliées, et des messages vocaux qui laissaient entrevoir des souvenirs qu'elles étaient les seules à partager. Elle ne voulait pas être l'autre femme, elle voulait être la seule. Et si cela impliquait de détruire la place de Sharon dans le monde d'Alex, elle était prête à frapper avec tous les outils à sa disposition. La séduction n'était pas au point. Ce n'était que le début de la tempête qu'elle s'apprêtait à déchaîner. L'atmosphère de la maison des Rides était passée du froid à la cruauté. Ce n'était plus le silence qui persistait après le dîner, mais quelque chose de plus pesant, d'aigre et de mesquin. Sharon essaya d'abord de l'ignorer, prenant l'indifférence d'Alex pour du stress professionnel, mais le changement était indéniable. Il cessa de la toucher. Il la regardait à peine. Et lorsqu'elle évoqua l'idée de fonder une famille, ce même rêve dont ils avaient discuté un jour en admirant le lever du soleil sur leur balcon de lune de miel, il recula. On devrait peut-être le savoir, si tu en es capable. Il avait craqué un soir, sans même lever les yeux de sa tablette. La phrase lui avait fait l'effet d'une gifle. Pendant des mois, elle avait secrètement espéré que chaque cycle serait le bon. Elle avait consulté un médecin d'elle-même, fait vérifier son taux de glycémie, suivi des régimes et pris des compléments alimentaires, tout cela en silence. Mais maintenant, dans un moment d'amère insouciance, Alex avait transformé une lutte commune en une accusation qui la désignait comme défectueuse. Sharon tenta de le raisonner, le suppliant de faire preuve de patience, lui proposant de revoir le médecin ensemble, mais ses paroles devinrent plus dures. « Je ne vais pas gâcher ma vie à attendre un peut-être, » murmura-t-il. C'est cette nuit-là qu'elle s'endormit en pleurant sur le canapé. En coulisses, Rita mettait de l'huile sur le feu. Elle appelait Alex tard le soir, feignant d'être inquiète. « Elle est adorable, certes, » ronronnait-elle au téléphone, « mais ne penses-tu pas mériter mieux? Un héritage? Quelqu'un qui puisse réellement te l'offrir. » Chaque mot suintait d'un poison enveloppé de velours. Rita se présentait comme l'alternative, fertile, passionnée et compréhensive. Elle commença à envoyer à Alex des articles sur des hommes qui bâtissaient des lignées puissantes. Elle lui dirait que les enfants étaient la véritable mesure de la réussite d'un homme. Inutile de critiquer Sharon directement. Il lui suffisait de semer le doute et de l'arroser lentement. Plus Sharon tentait de s'accrocher, plus Alex s'éloignait, convaincu que la prétendue infertilité de sa femme était l'encre qui bloquait son avenir. Il commença à parler de son héritage dans les conversations, répétant les phrases que Rita lui avait servies comme des paroles d'évangile.
Sharon, désespérée de sauver leur mariage, réserva une escapade pour un week-end. Alex avait annulé la veille, prétextant des obligations professionnelles. En réalité, il avait passé ce week-end dans une villa isolée, seul avec Rita, qui avait pris soin de lui souligner combien il serait naturel de fonder une famille ensemble. Le lundi, Sharon l'a accueilli avec un petit déjeuner et un sourire. Il hocha à peine la tête en retour. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Alex ne fasse valoir publiquement cette idée. Lors d'un gala organisé par son entreprise, la femme d'un collègue plaisanta nonchalamment sur la peau éclatante de Sharon, la taquinant en lui disant qu'elle devait être enceinte. Alex ricana froidement et répondit, « Il faudrait des miracles pour que cela arrive. » Sharon se figea, stupéfaite, tandis que des rires maladroits résonnaient autour d'eux. Ce soir-là, elle le confronta en larmes, mais il la repoussa. « Je suis juste honnête, » dit-il en se versant un verre. « Tu devrais accepter la réalité. » Chaque mot qu'il prononça ensuite ébranla les quelques fragments d'espoir auxquels elle s'accrochait. Il lui reprochait d'être à l'origine de leur foyer sans enfant, l'accusant d'être la cause de la rupture de leur mariage. Sharon, bien que brisée, refusait de s'effondrer. Elle prit un autre rendez-vous chez son médecin, mais n'en parla jamais à Alex. Elle voulait des réponses, non plus pour lui, mais pour elle-même. Quelque chose en elle avait changé. L'homme qui lui tenait autrefois la main lors des vols orageux la laissait désormais seule affronter les tempêtes. Et pourtant, elle ignorait encore l'ampleur de sa trahison, que Rita n'était pas une simple aventure, mais une architecte qui construisait la vie dont Sharon avait rêvé, brique après brique, en se faisant passer pour une menteuse. Le matin même, Sharon venait de finir de plier la dernière chemise d'Alex, persuadée que si elle tenait encore un peu, quelque chose en lui s'adoucirait. La porte d'entrée s'ouvrit et Alex entra, flanqué de deux inconnus en costume sur mesure. L'un portait une fine mallette. L'autre, une pile de documents pliés. Sharon se tenait au bord du couloir, déconcertée par cette intrusion. Sans prévenir, Alex laissa échapper les mots qui la rongeaient, « C'est fini. » Signez les papiers du divorce. La pièce se mit à tourner, son souffle se bloqua et, l'espace d'un instant, elle crut à une blague tordue. Mais Alex ne souriait pas. Il était froid, mécanique. L'avocat lui tendit un stylo comme si elle signait un reçu. Les doigts de Sharon tremblaient en tenant les documents. Les conditions étaient brutales, pas de pension alimentaire, pas de droit de propriété, pas même de sursis temporaire. Elle n'était pas simplement abandonnée. Elle était en train de s'effacer. Lorsqu'elle tenta de parler, Alex la coupa. « Tu nous fais perdre notre temps à tous les deux, » dit-il en reculant comme si sa simple présence contaminait l'air. Ses larmes n'eurent aucun effet. Son regard était vide. Le monde de Sharon s'écroula en quelques heures. Alex lui laissa jusqu'au coucher du soleil pour quitter l'appartement qu'ils avaient décoré ensemble avec des œuvres d'art et des meubles soigneusement choisis. Elle entassa tout ce qu'elle put dans 2 valises, les mains tremblantes, le cœur lourd d'incrédulité. Pas une seule photo, pas un seul souvenir de leur mariage ne resta insensible à la douleur du rejet. Elle jeta un dernier coup d'œil à leur luxueux immeuble, au comptoir en marbre, au lustre importé, au balcon où ils dansaient autrefois sous la pluie, et se sentit comme un fantôme dans une maison qui ne l'avait jamais vraiment accueilli. À la tombée de la nuit, une entreprise de nettoyage était déjà en train de nettoyer les lieux. La porte claqua derrière elle comme un marteau. Elle se tenait dehors, dans le vent glacial, ses sacs aux mains, incapable d'appeler ses parents car ils étaient partis et trop honteuse pour appeler ses amis. Malgré toute sa grâce et sa dignité, elle n'avait désormais nulle part où aller. Elle erra dans les rues, les pieds engourdis et l'esprit embrumé, pour finalement aboutir dans un motel low cost où elle passa la nuit à sangloter sur un matelas qui sentait le moisi. Aucun appel. Aucune excuse. Juste le silence. La semaine suivante, Alex a publié une photo sur les réseaux sociaux, où il était en couple, confortablement installé dans leur peignoir sur le canapé en cuir que Sharon avait choisi. La légende disait, la paix ressemble enfin à ça. Les commentaires ont déferlé sur les réseaux sociaux, ignorant la cruauté cachée derrière ces pixels. Rita avait emménagé le jour du départ de Sharon, sans délai ni remords. Elle avait apporté ses sacs de créateur, ses parfums de luxe et un sourire suffisant qui hantait tous les souvenirs de Sharon. L'appartement était devenu un monument à la trahison. Sharon, quant à elle, peinait à se payer un repas. Elle mit son alliance en gage et postula un emploi dans une librairie du centre-ville, priant pour ne pas croiser quelqu'un qu'il avait autrefois appelé Madame Reed. Chaque jour devenait une lutte d'endurance, surmontant la honte,
la faim et le chagrin. Mais même dans ces moments les plus sombres, quelque chose en elle murmurait que ce n'était pas la fin. Pas encore. La tempête avait tout emporté, mais elle ne l'avait pas tué. Et bientôt, le monde qui l'avait rejeté n'aurait d'autre choix que de la voir se relever. La neige avait commencé à tomber en nappes lourdes et silencieuses, recouvrant les trottoirs de Washington d'une couche de calme hivernal. Sharon avançait péniblement dans le froid, les bottes trempées, son manteau la protégeant à peine du vent mordant. Son séjour dans un motel d'occasion était terminé ce matin-là, et le peu d'argent qui lui restait avait servi à une seule tasse de café, dont elle avait renversé la moitié sur elle en essayant de se réchauffer les mains engourdies. Elle n'avait pas mangé depuis presque une journée, et ses membres tremblaient de faim et d'épuisement. Sans destination, elle marchait simplement, passant devant les devantures de magasins qu'elle fréquentait autrefois, devant des cafés qui lui rappelaient autrefois de doux souvenirs de rire avec Alex. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Lorsqu'elle atteignit le quartier chic, un endroit qu'elle considérait autrefois comme son foyer, ce fut seulement pour se rappeler à quel point elle était tombée. Les imposants immeubles de verre, les portes polies, les portiers en uniforme sur mesure, rien ne l'accueillait plus. La douleur dans ses jambes s'estompa alors qu'elle passait devant le hall d'un immeuble de grand standing. Ses genoux fléchirent, ses sacs lui échappèrent des mains et elle s'effondra dans la neige comme une poupée abandonnée, la vue brouillée par les larmes et la glace. Timothy Elvis n'avait jamais cru au destin, mais cette nuit-là le fit s'interroger. Il revenait tout juste d'une visite caritative tranquille, vêtu d'un jean, de bottes et d'un simple manteau de laine, tentant pour une fois de se fondre dans le décor de la ville qu'il observait depuis les fenêtres des gratte-ciel. Il n'avait pas l'habitude de se promener seul dans les rues. Il avait généralement des chauffeurs, des assistants ou des gardes. Mais ce soir-là, il avait insisté pour rester seul, espérant se changer les idées avant d'annoncer sa candidature à la présidence. Alors qu'il approchait de l'entrée privée de son immeuble, quelque chose au sol attira son attention. Une femme, affalée, tremblante, les mains écorchées, le visage pâle, gisait dans la neige, visiblement en détresse. Sans hésiter, il se précipita à ses côtés, lui époussetant la neige sur la joue. « Dis donc, tu m'entends » demanda-t-il, mais ses yeux papillonnèrent légèrement. Ses lèvres remuèrent légèrement, murmurant un nom ou une supplication. Il y avait quelque chose de troublant dans son visage, non seulement une beauté, mais aussi une expression de défaite. Il reconnaissait ce regard. Il l'avait déjà porté, il y a longtemps, lorsque le monde l'avait trahi d'une manière que l'argent ne pouvait réparer. Doucement, il la souleva dans ses bras, ignorant les halètements choqués de quelques spectateurs. Sa maison semi-souterraine n'était qu'à quelques pas, mais son poids dans ses bras lui semblait plus qu'un simple sauvetage, comme un choc du destin et du moment. À l'intérieur de sa résidence, une chaleur les enveloppait comme une étreinte. Timothy l'allongea sur le canapé le plus proche et demanda à son assistant, qui venait de remonter, d'apporter des couvertures, du thé et une trousse de premier secours. Il s'agenouilla près d'elle, lui retira ses bottes mouillées et essuya le sang de sa paume. Pourtant, elle ne se réveilla pas complètement, se contentant de gémir doucement pendant qu'il travaillait. Elle paraissait si fragile, mais il y avait quelque chose de féroce sous la surface, comme une tempête qui aurait dû se retirer. Il jeta un coup d'œil à sa carte d'identité, glissée dans son portefeuille presque vide, Sharon Pascal Reed. Le nom lui semblait familier, mais il ne parvenait pas à le retrouver immédiatement. Tout ce qu'il savait, c'est que cette femme avait été abandonnée par un monde trop cruel pour s'en soucier. Il ne savait pas pourquoi, mais il se sentait déjà protecteur envers elle, comme s'il était destiné à la retrouver. Timothy n'avait pas besoin de connaître son histoire cette nuit-là pour décider d'une chose, il ne la laisserait plus affronter seule la tempête. Quoi qu'il en soit, qu'il avait abandonné, tout cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'on l'avait retrouvée et, pour la première fois depuis des mois, Sharon Pascal n'était plus invisible. Quand Sharon se réveilla enfin, la douce teinte dorée d'une cheminée scintillait sur les hauts plafonds, et un léger parfum de thé au jasmin flottait dans l'air. Elle se redressa brusquement, troublée par la chaleur et le luxe inhabituel qui l'entourait. La dernière chose dont elle se souvenait était la neige sur ses cils, une douleur aveuglante dans la poitrine, puis l'obscurité. Elle était maintenant enveloppée dans une couverture en cachemire sur une méridienne en velours, dans une pièce qui semblait digne d'un musée d'art. Les murs étaient ornés de peintures à l'huile abstraite, et de hautes fenêtres révélaient un horizon enneigé. Son cœur s'emballa tandis qu'elle cherchait à comprendre où elle se trouvait. C'est alors qu'un homme entra, grand, mince, les cheveux noirs coiffés nonchalamment sur le côté, et le regard chargé de secrets qu'il ne disait jamais. Il se présenta simplement sous le nom de Timothy.
Pas de nom de famille, pas de titre, juste Timothy. Il lui offrit du thé, qu'elle accepta avec hésitation, et expliqua qu'il l'avait trouvé dehors et l'avait amené à l'intérieur pour se remettre. Sharon tenta de s'excuser, sa fierté plus blessée que son corps, mais il la repoussa avec une gentillesse discrète. Tout le monde mérite de la chaleur, dit-il, surtout quand le monde se refroidit. Les jours suivants, Timothy laissa Sharon tranquille, tout en restant une présence douce. Il lui offrit une suite privée, moderne et sobre, avec vue sur la rivière et un bureau où elle se retrouva bientôt assise chaque matin. Malgré sa résistance initiale, elle commença à se confier à lui, petit à petit. Elle lui raconta la mort de ses parents dans un accident de voiture 6 ans plus tôt, comment elle s'était mariée jeune à un homme au charme d'un tailleur, et comment cet homme l'avait abandonnée dès qu'elle avait cessé d'être utile. Timothy écoutait sans interruption, le regard indéchiffrable mais toujours attentif. Puis il partagea son propre passé, non pas celui de l'élite, mais celui, sans filtre, qu'il avait créé à 21 ans, sa première entreprise, avant que son meilleur ami et cofondateur ne la lui vole et ne la revende à l'étranger. Comment il avait fait confiance trop facilement autrefois et l'avait payé par des années de silence et de procès. Et comment il n'avait jamais vraiment laissé personne s'approcher d'elle, jusqu'à maintenant. Dans la douleur de Sharon, il voyait un miroir de la sienne. Il y avait 2 vies différentes, tranchées par la même lame, la trahison. Leur conversation s'étendit jusque tard dans la nuit, empreinte d'une compréhension silencieuse et de tasses de thé refroidies entre eux. Pas de gestes romantiques, pas d'intimité forcée, juste 2 êtres qui apprenaient à respirer après avoir été étouffés par ceux en qui ils avaient le plus confiance. Sharon commença à préparer de petits repas dans sa cuisine, juste pour se sentir utile. Timothy la guidait. Elle le retrouvait parfois sur le toit, dessinant dans un carnet relié en cuir, et il la laissait s'asseoir à côté de lui en silence. Lentement, l'esprit meurtri de Sharon commença à se relever. Elle n'était pas guérie, pas complètement, mais elle ne s'effondrait plus. Dans cet abri improbable, bâti sur la confiance et le calme, elle découvrit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la sécurité. Et Timothée, qui avait bâti des empires de pierre et d'acier, comprenait maintenant que parfois les fondations les plus solides ne résidaient pas dans le pouvoir, mais dans des cicatrices partagées. Aucun d'eux ne parlait de ce qu'ils construisaient ensemble. Ils n'en avaient pas besoin. Le lien était déjà là, sculpté dans la douleur, poli par la grâce. Sharon n'a jamais rien demandé à Timothy. Après la tempête de neige qui a failli lui coûter la vie, elle s'est retrouvée à vivre dans le pantouse d'un homme dont la gentillesse la troublait autant qu'elle la réconfortait. Bien qu'il n'ait jamais imposé de règles ni d'attentes, elle se sentait obligée de contribuer, de retrouver une certaine estime de soi qui lui avait été retirée pendant son mariage. Un lundi matin tranquille, elle commença par plier les plaids du salon et essuyer les plans de travail de la cuisine. En milieu de semaine, elle rangeait le garde-manger et lavait les fenêtres à la main. Timothy observait sa transformation de loin, sans jamais intervenir, mais discrètement impressionné. Elle se déplaçait avec grâce, veillant toujours à ne pas perturber la fluidité de l'espace. Elle ne faisait pas le ménage comme une bonne. Elle nettoyait comme quelqu'un qui s'occupe d'un endroit qu'il respecte. « Tu n'es pas obligé de faire ça », lui avait-il dit un jour, mais elle avait répondu avec un petit sourire. « Je sais. Je le veux. » Pour Sharon, chaque geste de nettoyage était un point dans le chemin de la guérison. Chaque surface polie, chaque assiette rincée, chaque fleur disposée, tout cela restaurait un PAN de son identité brisée. On l'avait autrefois traité d'inutile. Aujourd'hui, ses mains prouvaient le contraire. Timothy compartimentait sa vie professionnelle, et Sharon ne se demandait jamais pourquoi il disparaissait parfois pendant des heures ou recevait des appels téléphoniques tard le soir dans un bureau insonorisé. Elle ne voyait que l'homme qui laissait des fruits frais sur la table chaque matin, qui lui remplissait discrètement son thé quand elle ne regardait pas, qui ouvrait les portes sans jamais élever la voix. Quand des personnalités politiques lui rendaient visite, il les rencontrait à l'extérieur ou dans une partie privée du bâtiment. Pour Sharon, il était peut-être un investisseur, un artiste discret, peut-être même un philanthrope excentrique. Mais un homme aux ambitions présidentielles? L'idée ne lui avait jamais traversé l'esprit. Après tout, il ne portait pas de costume chez lui, n'avait pas de distinctions encadrées au mur et ne se vantait jamais. Le seul indice lui vint un soir, lorsqu'elle passa par hasard devant la porte ouverte de son bureau et aperçut un tableau de stratégie rempli de cartes, de noms, de cercles rouges et de phrases codées. Il la referma rapidement et sourit. De vieilles histoires, dit-il, et elle le crut. Elle n'avait aucune raison de ne pas le faire.
Dans un monde où les mensonges s'étaient autrefois enfilés en smoking et murmurés à l'infini, le silence de Timothy ressemblait davantage à une protection qu'à un secret. À mesure que les jours se transformaient en semaines, leur routine s'entremêlait. Timothy laissait des post-TS sur le réfrigérateur avec des poèmes ou des citations originales, et Sharon répondait par des gribouillis dans les marges. Ils partageaient des dîners simples, des soupes, des légumes grillés, du pain frais, et riaient en racontant leurs erreurs d'enfance et leurs livres préférés. Il remarquait comment elle fredonnait en faisant le ménage, comment elle fermait les yeux en buvant de la camomille, comment sa posture changeait complètement lorsqu'elle se tenait près du balcon au coucher du soleil. Elle remarquait comment il inclinait la tête en réfléchissant, comment ses doigts dansaient en dessinant, comment ses silences ne lui semblaient jamais pesants. Ils n'ont jamais parlé de ce qui se formait entre eux, mais c'était clair, une complicité discrète, forgée non par la romance, mais par quelque chose de plus doux. Un respect mutuel. Une admiration discrète. Une confiance qu'aucune d'elles n'avait jamais éprouvée auparavant. Ce que Sharon ignorait, c'est que l'homme pour qui elle préparait désormais le thé chaque matin allait monter sur la plus grande scène du monde. Et lorsqu'il le ferait, sa vie serait mise en lumière sous un jour bien plus brillant et dangereux que toutes les trahisons qu'elle avait connues auparavant. Rita Joshua a toujours cru qu'elle avait le contrôle. Sur ses clients. Sur sa réputation. De son image. Mais depuis que Sharon avait disparu de la scène publique, quelque chose en elle avait commencé à se dégrader. Au début, elle savourait le pouvoir que lui conférait le fait de remplacer la soi-disant épouse parfaite. Elle savourait l'attention, les séjours dans des complexes hôteliers de luxe, les apparitions sur le tapis rouge aux côtés d'Alex et les invitations aux événements de réseautage prestigieux autrefois réservés à Sharon. Mais cet enthousiasme fut de courte durée. Alex, découvrit-elle rapidement, n'était pas un homme à la satisfaction durable. Plus il se sentait à l'aise avec Rita, plus il révélait sa vraie nature, distante, distraite et dédaigneuse. Elle sentait son intérêt glisser, non pas vers les bras d'une autre femme, mais vers un vide de mécontentement qu'il ne pouvait même pas exprimer. Rita paniqua. Elle avait tout sacrifié pour cette place dans sa vie. Elle n'avait aucune intention de devenir jetable. Alors, elle a fait ce qui lui était naturel, elle a inventé ce qu'Alex désirait le plus, un enfant. Elle lui annonça sa grossesse un matin frisqué au petit déjeuner, posant une fausse échographie sur le comptoir de marbre comme un trophée. Alex cligna des yeux sous le choc, puis sourit. C'était le premier vrai sourire qu'elle voyait sur son visage depuis des semaines. Elle expira, soulagée. Le mensonge avait fonctionné. Mais la paranoïa de Rita ne se laissait pas apaiser facilement. Elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que Sharon n'était pas vraiment partie. Chaque fois qu'elle parcourait les réseaux sociaux et voyait les publications d'anciens amis communs ou qu'elle consultait des blogs mondains, elle cherchait le nom de Sharon. Il n'y avait aucune photo, aucune trace d'elle, rien. Et ce silence semblait plus menaçant que sa présence. Dans sa logique tordue, Rita croyait que Sharon préparait quelque chose, une réapparition grandiose pour reconquérir la vie qu'elle avait perdue. Cette peur, autrefois un murmure, s'était transformée en obsession. Elle a commencé à engager des détectives privés, leur demandant de retrouver Sharon à tout prix. Ses instructions étaient vagues mais urgentes, j'ai juste besoin de savoir où elle est. Parallèlement, elle a commencé à traquer les endroits que Sharon fréquentait autrefois, son ancien studio de yoga, sa boulangerie préférée, et même la librairie où elle était autrefois bénévole. Rien. Aucune trace. C'était comme si Sharon s'était évaporée. Cela ne fit que rendre Rita plus désespérée. Elle ne supportait pas l'idée que Sharon puisse vivre paisiblement quelque part alors qu'elle-même fabriquait des échographies et surveillait l'humeur d'Alex comme dans une expérience de laboratoire. Chaque jour, elle se regardait dans le miroir, son reflet se brisant sous le poids de l'insécurité. Son obsession ne se limitait plus à Alex, elle était aussi une question de contrôle, de vaincre la seule femme qui avait autrefois tout eu. Tard un soir, dans un bar chic du centre-ville, Rita surprit une conversation qui lui fit froid dans le dos. Deux femmes au bar racontaient des ragots sur une beauté mystérieuse aperçue entrant dans le penthouse de York Towers avec un homme inconnu. La jeune fille semblait digne d'un magazine. L'un d'eux disait, élégante, décalée, mais inoubliable. Le sang de Rita se glaça. York Towers. C'était le même bâtiment dont son entreprise avait autrefois contribué à la gestion des relations publiques lors de son lancement. C'était un bâtiment exclusif, calme, presque une forteresse. Son instinct s'éveilla. Elle paya le barman en supplément pour les notes des femmes, les remercia gentiment et partit, la certitude au fond du cœur.
Elle n'avait pas de preuves, mais elle n'en avait pas besoin. Son obsession venait de trouver une nouvelle cible. Sharon Pascal n'était pas partie. Elle se cachait, et Rita avait bien l'intention de la retrouver. Et quand elle le ferait, aucun mensonge, aucun amour, aucun héritage ne suffirait à la sauver. Timothy Elvis avait toujours préféré l'ombre. Non pas celle née de la lâcheté ou de la dissimulation, mais celle où l'on pouvait tout observer sans être vu. C'est là qu'il a bâti son empire, manœuvrant dans les cercles politiques avec la précision d'un maître d'échecs, effectuant des coups que personne n'avait anticipés jusqu'à ce qu'ils soient déjà échecs et mat. Mais désormais, le luxe de l'anonymat lui glissait entre les doigts. Avec les élections nationales qui se profilaient à l'horizon et la lassitude croissante de l'opinion publique envers les politiciens de carrière et les marionnettes des médias, un comité politique privé l'avait acculé avec une proposition implacable, se présenter à la présidence. Timothy les avait déclinés à 2 reprises. Non pas par manque d'ambition, mais parce qu'il valorisait le contrôle, et que l'attention du public était le moyen le plus rapide de le perdre. Pourtant, leur attrait était inébranlable. Tu n'es pas poli. Tu es honnête. Tu es le renouveau dont ce pays a besoin, avait-il déclaré lors de leur dernière rencontre dans sa bibliothèque. Il s'était tenu à la fenêtre ce soir-là, regardant la ville, se demandant si la tempête qui avait amené Sharon dans sa ville avait aussi amené à cet instant. Si le destin était un courant, il y était déjà entraîné. La question était maintenant, pourrait-il entraîner Sharon dans ce courant sans la noyer? Sharon ignorait tout de cela. Pour elle, Timothy était un reclus généreux, au cœur réservé et à l'intelligence tranquille. Elle ne se demandait jamais pourquoi des personnalités haut placées lui rendaient visite à des heures indues, ni pourquoi certains présentateurs de journaux télévisés mentionnaient Elvis Holdings avec un ton respectueux. Sa vie avec lui était paisible, un chapitre serein après un roman tumultueux. Mais tout a basculé un après-midi, lorsqu'elle est sortie faire ses courses et s'est retrouvée au milieu d'une manifestation municipale qui a mal tourné. Un arrêté municipal avait fermé une crèche sans préavis, déclenchant une foule de parents et de militants en colère sur la place. La police a dressé des barricades et la tension a explosé comme du petit bois. Sharon venait de descendre du trottoir lorsqu'elle entendit le cri, un enfant de 6 ans à peine avait échappé aux mains de sa mère et s'était précipité vers la rue, désemparé. Une voiture fit une embardée. Des cris d'alarme éclatèrent. Sans réfléchir, Sharon se précipita, attrapa le garçon et le fit tomber sur le trottoir au moment même où les pneus crissèrent à quelques centimètres. Les téléphones furent aussitôt sortis. Un photographe immortalisa l'instant où ses bras protégeaient l'enfant et où son manteau claquait au vent comme une cape. La photo est devenue virale en moins d'1 heure. Une femme non identifiée sauve un enfant lors d'une manifestation. La ville a voulu savoir qui elle était. Mais Sharon, hébétée et couverte de bleu, a simplement raccompagné le garçon chez sa mère et est partie sans que personne ne puisse poser la question. De retour à York Towers, Sharon a balayé l'incident d'un revers de main, le minimisant comme si de rien n'était. Mais Timothy a vu les images avant même son retour. Le comité a appelé quelques minutes plus tard. C'est elle, ont-ils demandé, essoufflés. C'est votre femme? Dès que son visage est apparu sur tous les panneaux d'affichage et sur toutes les chaînes d'information, Timothy a compris qu'il ne pourrait plus rester silencieux. Le monde venait de rencontrer Sharon Pascal, celle qu'il considérait comme une héroïne civile, ignorant qu'elle était déjà mariée à l'homme qu'ils imploraient de les diriger. Son image devenait un symbole d'espoir, et le moment n'était pas fortuit. Cette nuit-là, Timothy resta près d'1 heure devant sa chambre, écoutant sa douce respiration pendant son sommeil, inconscient du raz-de-marée qui les frappait. Il ne se contenterait plus de rendre son histoire publique. Il le ferait avec elle à ses côtés. Ce qu'il n'avait pas encore compris, c'était comment annoncer à cette femme qui commençait à peine à croire en la paix, que le monde allait bientôt connaître son nom. La chapelle était cachée sous les conifères denses, aux abords du lac Winona, ses murs de pierre drapés de lierre doux et de silence. C'était le genre d'endroit où les vœux pouvaient résonner sans jugement, où le passé semblait lointain et où l'avenir avait de l'espace pour respirer. Sharon se tenait devant une large fenêtre, vêtue d'une simple robe ivoire, qu'elle avait choisie elle-même, sans marque de créateur ni comité d'approbation, juste à l'instinct et à l'honnêteté. Un délicat collier de perles entourait son cou, seul héritage de sa mère. Timothy attendait à l'hôtel, vêtu d'un costume de laine sombre, sans cravate, les mains fermes, son expression indéchiffrable, si ce n'est la douceur de ses yeux lorsqu'il se posait sur elle. Pas d'invités, pas de presse, pas de photographe. Juste eux, le révérend à la retraite qui avait autrefois baptisé la sœur de Timothy, et 2 témoins,
un chauffeur nommé Curtis et une cuisinière nommée Mélanie, des personnes qui avaient mieux perçu son âme que les milliardaires qui avaient autrefois rempli ces salles de réunion. L'air était calme, sacré, et lorsque Sharon s'avança vers lui, ce n'était ni la grandeur ni les applaudissements qui emplissaient l'espace, mais la paix. Elle ignorait totalement qu'elle se préparait à un mariage qui allait bouleverser l'actualité et bouleverser une nation. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle se sentait en sécurité. Timothy ne lui avait jamais dit toute la vérité, pas encore. Il avait rédigé l'annonce, préparé le lancement public, consulté le comité et l'équipe juridique, mais il avait besoin que ce moment soit à l'abri des influences politiques. Sharon avait survécu à tant d'épreuves, trahison, sans-abrisme, ruine émotionnelle, et maintenant elle reconstruisait sa vie, une pierre après l'autre. Il ne pouvait pas ternir son nouveau départ avec le poids d'un titre qu'elle n'avait pas demandé, alors il gardait ses secrets scellés derrière des sourires rudimentaires et de douces promesses. Appartenons-nous d'abord l'un à l'autre, lui avait-il dit la veille, lui tenant la main sous une pluie d'étoiles, et elle avait hoché la tête, non par ignorance, mais par confiance. Ils échangèrent des voyelles sans grandeur scriptée, sa voix posée, la sienne tremblant une seule fois. Les alliances furent passées, les mains jointes, et d'un seul coup, Sharon Pascal devint Sharon Elvis, ignorant que le nom qu'elle portait désormais résonnerait bientôt dans tous les grands titres du pays. Pour elle, ce fut le début d'un amour discret. Pour Timothy, c'était le calme avant un raz-de-marée. Après la cérémonie, ils ont dîné ensemble dans une petite cabane en bois au bord du lac. Sharon a allumé des bougies et a passé des disques de jazz vintage de la collection du révérend pendant que Timothy préparait son saumon préféré, poêlé au beurre citronné éteint. Ils dansèrent pieds nus sur le parquet, se balançant lentement, leurs fronts se touchant, oubliant le monde extérieur. Pas de discours, pas de toasts extravagants, seulement deux personnes redécouvrant ce que signifiait être vues. Sharon s'endormit, enveloppée dans les bras de Timothy, le cœur comblé, l'esprit apaisé, et toujours inconsciente du monde dans lequel évoluait son mari. Le lendemain matin, elle trouva un simple mot sur la table de nuit, partie pour une réunion. Retour avant midi. Bisous, thé, elle sourit en le lisant, sans se douter que la réunion dont il avait parlé était avec des sénateurs et des stratèges se préparant à annoncer sa candidature à la présidence. Et elle ignorait certainement qu'en l'épousant, elle venait d'entrer dans l'histoire. La nouvelle parvint à Rita comme un écho inattendu, d'abord doux, puis tonitruant. Sharon Pascal était non seulement vivante, mais aussi enceinte. Le murmure venait d'une de ses anciennes collègues du milieu des relations publiques, une femme qu'elle avait autrefois conseillée puis écartée. Je l'ai vue à la collecte de fonds pour le mémorial de la ville, avait-elle dit au téléphone, la voix tremblante d'excitation. Elle était radieuse. Et devinez quoi? Elle le voit. Rita avait laissé tomber son verre de vin par terre au milieu d'une phrase. Au début, elle n'en revenait pas. Elle avait payé des détectives privés, épluché tous les réseaux sociaux, même payé un employé d'hôpital pour divulguer les dossiers des patients, et toujours rien trouvé. Et pourtant, elle était là, Sharon, l'ex-femme abandonnée, épanouie comme une fleur au printemps, enceinte et apparemment indifférente. Les poings de Rita se serrèrent. Le moment était cruel. Sa fausse grossesse avait commencé à se défaire sous la pression. Alex avait développé des soupçons après qu'elle ait manqué à plusieurs reprises ses rendez-vous prénataux et esquivé les questions sur les médecins. Il ne l'embrassait plus sur le front ni ne lui touchait le ventre. Il la regardait avec ce regard plissé et sceptique qu'il réservait autrefois aux monteurs de salles de réunion. S'il découvrait que Sharon était réellement enceinte, et qu'elle ne l'était pas, ce serait la fin de tout ce que Rita avait planifié. Le pays retenait son souffle en attendant l'annonce de la campagne, tandis que le nom de Timothy Elvis circulait dans les rédactions et les points de presse politiques à huis clos. La nation ne connaissait pas encore toute la vérité, mais en coulisses, sénateurs et stratèges évoluaient comme des pièces sur un échiquier, préparant le terrain pour la plus grande révélation de l'histoire politique moderne. Rita, quant à elle, était concentrée sur sa propre stratégie. Si Sharon était enceinte, cela signifiait qu'elle devait être proche de quelqu'un de puissant, quelqu'un qui lui donnerait les moyens de disparaître et de réapparaître avec plus d'éclat qu'avec Alex. L'esprit de Rita se remplissait de questions et d'hypothèses. Sharon faisait-elle chanter quelqu'un? Avait-elle trouvé un autre amant fortuné? Plus Rita imaginait Sharon prospère, plus sa haine s'intensifiait. Ce n'était pas seulement de la jalousie. C'était de la peur. La réapparition de Sharon signifiait une révélation. Et la dénonciation signifiait l'effondrement. L'empire de Rita, bâti sur le mensonge, la luxure et la manipulation, pouvait s'effondrer en un seul gros titre.
Elle ne le permettrait pas. Pas quand elle était venue de si loin. Pas à l'approche du gala. Le Washington Heritage Gala était un événement annuel prestigieux qui se tenait dans l'historique Wexford Hall, une structure de verre et de pierre nichée au cœur de la capitale. L'événement serait diffusé sur de multiples chaînes, grouillant de journalistes, de diplomates et de géants du monde des affaires. Sharon devait y assister aux côtés de son mari, mais Rita ignorait encore qui il était vraiment. Tout ce qu'elle savait, c'est que Sharon serait là, radieuse et enceinte, tandis qu'elle-même perdait tout, son avenir inventé avec Alex, son influence, sa place dans la société. C'était trop dur à supporter. Rita ne voulait pas de scandale. Elle voulait le silence. Une solution rapide au problème. Une solution subtile. Un de ses amis, traiteur événementiel à l'éthique douteuse et lourdement endetté, lui devait une faveur. Une fiole. Une boisson. Un instant. C'était tout ce dont elle avait besoin. Sharon ne comprendrait même pas ce qui lui arrivait. Et avant que quiconque ne réalise ce qui s'était passé, le poison aurait déjà été ingéré. Le plan de Rita était simple, empoisonner le verre de Sharon au gala et repartir sain et sauf. Pas d'empreinte digitale. Pas de témoin. Que la paix. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Le Wexford Hall était illuminé par 1000 lumières de cristal alors que le gala annuel du Washington Heritage se déroulait avec splendeur. Les invités arrivèrent drapés de soie, de velours et de diamants, escortés au-delà des cordons de velours jusqu'à la salle de bal la plus exclusive de la ville. Ce fut une soirée d'élégance et de réseautage à enjeux élevés, un terreau fertile pour les promesses murmurées et les jeux de pouvoir silencieux. Timothy et Sharon arrivèrent discrètement, sans fanfare. Ils portaient un costume noir nuit sans boutonnière, choisissant de se déplacer comme une ombre parmi l'élite. Sharon, vêtue d'une robe de satin champagne, se tenait à ses côtés avec l'assurance d'une reine, son léger ventre rond niché gracieusement sous un tissu doux. La nation ne savait pas encore qui elle était vraiment, mais des murmures la suivaient comme un parfum. Certains pensaient qu'elle était sa fiancée. D'autres l'appelaient la femme mystère de Washington. Mais personne n'osait poser la question. Sharon se déplaçait avec une élégance humble, offrant des sourires chaleureux, serrant des mains et évitant les caméras. Elle ignorait encore le monde que Timothy dirigeait à huis clos. Les projecteurs ne l'avaient pas encore pleinement trouvée, mais ils finiraient par la trouver. Et le danger qui suivrait allait de même. Rita se tenait de l'autre côté de la pièce, observant la scène derrière le bord de son verre. Ses cheveux étaient bouclés en douces ondulations, ses lèvres rouges sang. Elle s'intégrait parfaitement à la foule, mais intérieurement, elle bouillonnait. Dès que Sharon entra dans la salle de bal, Rita la reconnut immédiatement. Non seulement à son visage, mais aussi à la façon dont la foule se déplaçait autour d'elle. Le respect. La révérence. La façon dont la main de Timothy la guidait doucement mais avec protection à travers la foule de la royauté politique. Rita ignorait son nom. Elle n'avait pas fait le lien. Tout ce qu'elle voyait, c'était un nouveau rival émerger là où elle s'était efforcée d'en éliminer un. Cela l'a mise en colère. Elle fit ce qu'elle avait prévu. Le traiteur, Rodrigo, portait un gilet noir et des gants blancs. Il portait un plateau de flûtes à champagne, toutes intactes, toutes identiques. Sauf une. Au fond de la salle de bal, quelques instants plus tôt, Rita avait glissé une fiole de poison incolore et sans saveur dans un seul verre. Rodrigo avait été facile à distraire. Un fil par-ci, un flirt par-là, une liasse de billets qu'il ne prenait pas la peine de compter. À présent, le plateau se dirigeait vers Sharon. Sharon se tenait près de la table de l'ambassadeur, une main posée délicatement sur son ventre, l'autre tenant une brochure pliée. À l'approche de Rodrigo, elle sourit poliment. Il lui offrit le plateau. Sans méfiance, sans hésitation, elle choisit un verre, le verre, et le leva en signe de gratitude. À cet instant précis, Timothy se tourna pour parler au secrétaire d'État. Sharon porta la flûte à ses lèvres. Le bord toucha. Ses doigts se crispèrent. Puis, Madame Elvis, appela une voix derrière elle. Sharon se tourna légèrement, son nom résonnant faiblement. Le verre s'arrêta à quelques centimètres de sa bouche. C'était un journaliste qu'elle avait rencontré autrefois, et instinctivement, elle baissa son verre pour interagir avec lui. En un éclair, l'histoire bascula. Le poison resta intact, pour l'instant. De l'autre côté de la pièce, Rita observait attentivement, ignorant que son plan avait échoué,
et ignorant encore totalement que la femme qu'elle venait de tenter d'empoisonner était non seulement enceinte, mais aussi l'épouse du futur président des États-Unis. La salle de bal tournoyait comme un carrousel de lumière floue et de sons étouffés. Un instant, Sharon souriait, les doigts toujours enroulés autour du pied de la coupe de champagne intacte. L'instant d'après, son souffle s'arrêta au milieu d'une phrase, sa vision se dédoubla et une douleur sourde envahit ses tempes. Elle tituba, se tenant le ventre, tandis qu'une vague de nausée la frappait comme une marée montante. Timothy, à quelques pas de là, se retourna brusquement en entendant un léger bruit sourd, ses genoux heurtant le sol en marbre. Des exclamations de surprise fusèrent de tous les côtés du gala. L'orchestre vacilla. Des flûtes de champagne s'inclinèrent dans des mains gelées. Sharon s'effondra complètement, la tête posée maladroitement près du bas de sa robe, sa poitrine se soulevant dans un léger mouvement irrégulier. Timothy se précipita à ses côtés, tombant à genoux, la panique craquant sous sa surface calme. « Sharon. Sharon, tu m'entends » cria-t-il en la prenant dans ses bras. Son équipe de sécurité s'est immédiatement mobilisée, les encerclant avec une urgence éprouvée. Un appel a été lancé au poste médical privé, 2 étages au-dessus. En quelques instants, elle a été hissée sur un brancard et évacuée par une discrète sortie latérale, laissant derrière elle une salle de bal trop abasourdie pour parler. Timothy resta aux côtés de Sharon dans la clinique privée aménagée au sous-sol de Wexford Hall. Ses constantes étaient instables, mais réactives. Les moniteurs émettaient des bips au rythme de sa respiration qui ralentissait. Le médecin traitant, venu de Suisse par avion dans le cadre du réseau médical privé de Timothy, a effectué une série d'examens rapides mais approfondis. En 1 heure, l'état de Sharon s'est stabilisé. Le bébé, miraculeusement, était indemne, son petit rythme cardiaque résonnant régulièrement sur le moniteur Doppler. Mais quelque chose clochait. Aucun antécédent médical ne suggérait un effondrement spontané. Aucune pathologie existante ne pouvait expliquer cette réaction soudaine. Le médecin haussa un sourcil lorsqu'il lui demanda si elle avait ingéré quelque chose d'inhabituel. Timothy serra les dents. Puis il se souvint de la coupe de champagne, intacte mais proche. Il sortit, appela son chef de la sécurité et ordonna une chose, visionner les images de la salle de bal. Tout cela. Sa voix était basse, mais mortelle. L'instant capturé par les caméras pouvait désormais faire la différence entre le mystère et la vérité. En quelques minutes, une vidéo haute définition de la salle de bal, sous tous ses angles, s'affichait sur plusieurs écrans de la salle des opérations. Le plateau de champagne, la main du serveur. La sélection de Sharon. Le tout capturé avec une clarté impeccable. Tandis que Timothy et son chef de la sécurité repassaient les images au ralenti, la vérité se révélait image par image. Un instant se détacha, telle une plaie sanglante, une main inconnue, élégante et posée, glissait quelque chose au fond d'une flûte à champagne avant de la replacer sur le plateau. Sans hésitation. Sans inquiétude. Un mouvement répété. Le zoom s'accentua, mettant en valeur la manche, les bijoux, le bracelet. Les yeux de Timothy se plissèrent. Il reconnut ce bracelet. Il avait brillé plus tôt dans la soirée au poignet d'une femme qui avait traversé la salle de bal comme une fumée. Rita Joshua. Ce nom ne lui disait encore rien, mais son visage était désormais gravé dans sa mémoire. Elle n'avait pas seulement tenté d'empoisonner un invité. Elle avait tenté d'empoisonner sa femme enceinte. Et les caméras avaient capturé chaque seconde. La rage le serrait, mais il ne dit rien. Pas encore. Les preuves parleraient en premier. La justice suivrait. Discrètement, chirurgicalement. Quant à Rita, elle venait de déclarer la guerre sans savoir à qui elle la dénonçait. Les images furent transmises aux autorités à minuit, et une copie classifiée fut directement remise à l'unité d'enquête fédérale, intégrée au dispositif de sécurité de Timothy Elvis avant sa campagne. À l'aube, elles avaient été divulguées par des sources inconnues à 2 grands médias connus pour leur audace politique. Les gros titres ont éclaté avant le petit déjeuner. Tentative d'empoisonnement au gala de Wexford. Les images de vidéosurveillance identifient le suspect. Sous les lettres en gras se dessinait une image figée dans le temps, les doigts manucurés de Rita Joshua, posés au-dessus de la coupe de champagne, son bracelet reconnaissable entre mille. L'élégance avec laquelle elle avait autrefois charmé les invités était désormais devenue son nœud coulant. En quelques heures, son nom était devenu une tendance mondiale. La reine des relations publiques devenue criminelle.
Certains l'appelaient le serpent gala, d'autres écrivaient. Les captures d'écran de ses précédentes apparitions dans des talk shows, où elle se tenait fièrement aux côtés d'Alex Reid, étaient désormais décortiquées et ridiculisées. Les commentateurs spéculaient sur ses motivations, la jalousie, la peur, le désespoir, tandis que des vidéos de l'effondrement de Sharon tournaient en boucle, ajoutant une dose de sympathie nationale qui déclenchait l'indignation publique. Personne ne savait que Sharon était l'épouse du président, pas encore, mais on savait qu'elle était enceinte, prise pour cible de sang-froid. Alex Reid était assis dans son bureau en attique, les baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ville qu'il surplombait autrefois. Il n'arrivait plus à respirer. Il venait de terminer une conférence téléphonique lorsque son assistante est arrivée en trombe, pâle, une tablette à la main. « Il faut que tu vois ça », a-t-elle dit. Un coup d'œil au titre et le sang lui quitta le visage. Tandis que la vidéo défilait dans ses mains, Alex se pencha en avant, incrédule. C'était Rita. La même Rita qui avait insisté sur le fait que Sharon le manipulait. La femme qui avait emménagé dans sa vie, son lit, son avenir, était maintenant prise en flagrant délit de tentative de meurtre. Ses mains tremblaient. Il a essayé de l'appeler. Pas de réponse. Il a réessayé. Messagerie vocale. À la troisième tentative, la ligne était coupée. Déconnectée. Le silence résonna plus fort que n'importe quelle sonnerie. Il s'affala sur sa chaise, l'humiliation le submergeant comme un acide. Tous ses alliés commerciaux qui l'avaient charmé le voyaient. Chaque investisseur, chaque collègue. Et pire encore, il avait quitté sa femme pour elle. Il avait jeté Sharon à la rue, pour finalement se retrouver publiquement attaché à une femme devenue le visage d'une tentative de meurtre. L'ironie était amère. Alors que le scandale faisait la une des journaux et des chaînes d'information, la réaction fut immédiate. Des manifestants se sont rassemblés devant le bureau de Rita dans l'après-midi, exigeant justice. Son agence de relations publiques a mis fin à son contrat et d'anciens clients ont publié des déclarations se distanciant d'elle. Le nom d'Alex, autrefois respecté dans les milieux d'affaires, était désormais prononcé dans les salles de conseil avec grimace et rire. Sa nomination à un important conseil consultatif du conseil municipal a été remise en question. Les actionnaires de sa société ont organisé un vote d'urgence. Et Sharon? Encore en convalescence, ignorant encore l'ampleur de ce qui venait d'éclater, était discrètement propulsée vers un nouveau rôle qu'elle n'avait jamais sollicité, celui d'icône nationale. La chute de Rita n'a pas été seulement télévisée. Elle était instrumentalisée. Les caméras qu'il adorait autrefois la regardaient désormais brûler. Et derrière chaque gros titre, chaque voix scandalisée, se profilait l'homme dont le silence était plus fort que tout cela, Timothy Elvis. Il n'avait pas encore parlé. Mais tout le monde attendait maintenant sa réponse. Et quand elle viendra, elle ne sera pas douce. L'atmosphère au Capital Media Awards était électrique et tendue. Cette soirée était censée célébrer l'excellence journalistique, où les flashs des appareils photo rythmaient les applaudissements, et où les politiciens se mêlaient aux présentateurs autour d'une coupe de champagne et de sourires soigneusement orchestrés. Mais sous ce faste, une énergie différente palpitait, curiosité, suspicion et anticipation collective. À présent, tout le monde avait vu la vidéo. Le visage de Rita Joshua était placardé sur tous les grands écrans du pays. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre dans la salle lorsqu'on a appris qu'elle était présente, assez audacieuse pour se montrer malgré les gros titres. Elle arriva vêtue d'une robe de soirée dorée, le menton levé, les yeux cachés par des verres teintés de créateur. Son entourage se réduisait à un seul chauffeur et à une nouvelle assistante visiblement secouée. Les caméras se braquèrent aussitôt sur elle, prenant des clichés comme pour immortaliser les derniers instants d'une reine déchue. Mais ce que Rita ignorait, c'est qu'il s'agissait désormais de bien plus qu'un scandale. C'était une affaire officielle, fédérale et urgente. Et ce gars-là, avec sa forte présence médiatique et son poids politique, avait été choisi pour une bonne raison. Ce soir, l'événement n'était pas une cérémonie de remise de prix. Il s'agissait de justice, et tous les regards étaient tournés vers lui. Au moment même où le présentateur commençait son discours d'ouverture, une ondulation parcourut la foule. Des agents en uniforme, vêtus de costumes noirs, ont foulé le tapis rouge avec une précision maîtrisée, tranchant le bruit comme des rasoirs dans la soie. Les invités ont remplacé les applaudissements. La musique s'est atténuée. Le projecteur changea de direction. Rita, assise au troisième rang, une flûte de champagne intacte, tourna lentement la tête, confuse. L'agent principal s'avança,
brandit son badge et prononça clairement « Rita Joshua, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et mise en danger de la vie d'autrui. » Le silence se transforma en chaos. Des éclairs jaillirent comme des éclairs. Les invités se levèrent de leur siège, certains enregistrant, d'autres figés, incrédules. Rita se leva lentement, les mains tremblantes malgré tous ses efforts pour paraître calme. « C'est ridicule », siffla-t-elle. « On ne peut rien prouver. » Mais elle savait déjà qu'il le pouvait. Elle avait vu les images. Elle avait reçu les messages de l'avocat. Pourtant, sa fierté a résisté jusqu'à la dernière seconde. Elle a été menottée devant la nation, puis a défilé dans l'allée de la grande salle de bal sous les applaudissements, non pas de la foule horrifiée, mais de la foule. Des manifestants s'étaient rassemblés à l'extérieur avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Sharon et aucune pitié pour tentative de meurtre ». L'instant n'était plus seulement juridique, il était historique. Le soir même, dans une déclaration discrète mais retransmise à la télévision nationale depuis le Presidential Civic Center, Sharon Pascal Elvis se tenait devant une tribune, le corps encore affaibli mais la voix assurée. Vêtue d'une robe de maternité bleu marine et d'un maquillage minimaliste, elle s'adressait à la nation non pas en victime, mais en survivante. « Je ne m'attendais pas à être là », commença-t-elle, les mains posées délicatement sur le bord du podium. « Je n'aurais jamais imaginé que mon nom ferait la une des journaux pour autre chose que ma gentillesse. Mais la vie a toujours une façon de nous mettre à l'épreuve, par la trahison, la perte, et parfois, par le mal déguisé en beauté. » Sa voix n'a pas tremblé une seule fois. À toutes les femmes qui ont été rejetées, méconnues ou mises de côté, que ceci soit la preuve que le silence n'est pas synonyme de faiblesse. Et aux millions de personnes qui m'ont soutenu aujourd'hui, je dis merci. La justice n'est pas qu'un idéal. Ce soir, elle est devenue réalité. La diffusion a touché tous les foyers, tous les bureaux, tous les écrans. Et même si le monde ignorait encore qu'elle était l'épouse du président, une chose était désormais certaine, Sharon n'était plus l'ex-femme oubliée. Elle était devenue la voix de la force dans une nation en quête d'intégrité. La conférence de presse était prévue à 10 heures précises, mais la salle de presse de la Maison-Blanche était déjà pleine à craquer à 8 heures. Des journalistes de toutes les grandes chaînes, des correspondants internationaux, des stratèges politiques et même des délégués étrangers attendaient avec impatience. Pendant des semaines, les médias avaient spéculé sur Timothy Elvis, son mode de vie privé, sa présence croissante aux événements civiques et, plus particulièrement, sur la mystérieuse femme qu'il protégeait constamment. Après la déclaration télévisée de Sharon et l'arrestation très médiatisée de Rita, le puzzle s'était ressaisi, mais personne n'avait osé le dire à voix haute. La nation avait besoin d'une confirmation. Les caméras étaient en direct. Tous les regards étaient rivés sur le rideau de velours bleu marine qui s'ouvrait lentement et sur Timothy, non pas dans l'un de ses habituels costumes sobres et ajustés, mais dans la tenue officielle présidentielle. Son visage exprimait le calme d'un homme qui avait traversé les tempêtes, mais qui était désormais prêt à dissiper les nuages. Il n'attendit pas les questions. Il se dirigea droit vers le podium, déplia une simple feuille de papier, puis leva les yeux. « Bonjour », commença-t-il d'une voix mesurée mais résolument ferme. « Aujourd'hui, je vais partager quelque chose de personnel, quelque chose que la nation mérite de savoir. » Le silence dans la salle s'épaissit tandis qu'il continuait. « Il y a quelques mois, j'ai épousé une femme dont la force éclipse la politique. Une femme qui a souffert en silence, aimé généreusement et s'est relevée avec grâce de trahisons qui auraient détruit bien des gens. Son nom est Sharon Pascal Elvis. Et oui, c'est ma femme. » La salle s'est enflammée, halètements, murmures audibles, obturateurs d'appareils photo grésillant comme de la grêle. Mais Timothy n'avait pas fini. Elle porte aussi notre enfant, notre premier. Un enfant conçu non pas dans un cadre privilégié, mais dans un moment de guérison et d'amour entre deux âmes brisées. Un enfant qui a déjà survécu à plus que la plupart des adultes. Il marqua une pause, le poids de cette vérité s'abattant sur la pièce comme la gravité. Et la femme visée au gala de Wexford n'était pas seulement une civile, ni ma compagne, mais la future première dame des États-Unis. Pas de métaphore, pas de faux fuyant, juste de la clarté. Et à ce moment-là, Timothy n'a pas seulement conquis la salle, il a conquis la nation. Les applaudissements qui ont suivi n'ont pas été immédiats. Ils ont déferlé comme une tempête au sommet d'une colline, avant de se transformer en tonnerre. Les présentateurs des journaux télévisés ont chuchoté dans leurs micros. Les commentaires sur Twitter et en direct ont explosé. C'est elle. Cette femme est notre première dame.
Il l'épousa en secret et la protégea en silence. Les réactions publiques déferlèrent comme un raz-de-marée. Les forums en ligne, autrefois consacrés au débat politique, célébrèrent désormais le courage. Des hashtags comme « Première Dame Sharon » et « Espoir de survie » ont été tendance pendant des heures. Dans tous les États, des veillées aux chandelles ont eu lieu, non pas par tristesse, mais par solidarité. Des milliers de femmes ont envoyé des lettres, survivantes d'abus, de trahison et d'humiliation, affirmant se reconnaître en elles. Les célébrités qui s'étaient autrefois distanciées de toute déclaration politique ont publié des photos vêtues de bleu marine en hommage à sa robe. Les analystes politiques qui avaient critiqué la réserve de Timothy ont désormais loué son intégrité et sa retenue. Même ses opposants les plus sceptiques ont admis, du moins en privé, que la résonance émotionnelle de sa vérité avait percé les clivages partisans. Et malgré tout cela, Sharon garda le silence. Non pas parce qu'elle était réduite au silence, mais parce que la vérité avait enfin été dite pour elle, par le seul homme qui l'avait jamais vraiment vue. En une révélation, Timothy avait transformé un scandale en cri de ralliement. Et la femme autrefois mise de côté était désormais le secret le plus cher de la nation, enfin révélé. Alex Reid assistait seul à la conférence de presse, assis dans son bureau d'angle, désormais étrangement silencieux, où les stores étaient tirés pour empêcher le monde de le voir rapetisser. Au moment où Timothy Elvis prononça le nom complet de Sharon, il laissa tomber le verre de whisky qui était devenu un incontournable dans sa main. Du verre se brisa à ses pieds, mais il ne bougea pas. Son cœur battait à tout rompre à chaque syllabe. Sharon. Pascal. Elvis. Pas seulement son ex-femme. Pas seulement la femme qu'il avait rejetée, comme le disait le communiqué de presse d'hier. C'était l'épouse de l'homme sur le point de quitter les États-Unis. Et elle était enceinte de lui. Cette révélation avait frappé Alex plus durement que l'arrestation de Rita. Tout ce dont il s'était moqué d'elle, stérilité, insignifiance, faiblesse, s'était avéré être le contraire. C'était elle dont le nom avait désormais une portée mondiale, tandis que le sien était effacé de tous les cercles crédibles auxquels il avait autrefois appartenu. L'ironie était plus que cruelle, elle était fatale à son orgueil. En moins d'une heure, sa boîte mail était inondée de mémos de licenciement. Sa nomination tant attendue au Conseil national des infrastructures avait été publiquement révoquée en raison de préoccupations sociétales et éthiques. Ses assistants personnels ont démissionné le lendemain matin. Les sponsors de ces événements professionnels se sont retirés un à un, invoquant la nécessité de réévaluer leur partenariat pour préserver la confiance du public. Ses anciens collègues ne l'ont pas rappelé. Lors des réunions du conseil d'administration, sa voix était ignorée, ses votes annulés. Les gros titres qui louaient autrefois son sens des affaires ressemblaient désormais à la nécrologie d'une carrière en disgrâce, celle d'un homme qui avait préféré une criminelle à une reine. Les éditoriaux le fustigeaient sans pitié, non seulement pour sa liaison avec Rita Joshua, mais aussi pour son traitement envers Sharon, l'écartant dans une période difficile, la qualifiant de stérile, puis la voyant s'élever au-delà de ses propres ambitions. Les panels de talk show ont décortiqué sa chute avec une précision jubilatoire. Voilà à quoi ressemble la justice poétique, a déclaré un commentateur. Il a tenté de remplacer la grâce par la cupidité. Et maintenant, la pertinence même l'a remplacée. Alex n'a pas pu y échapper. Même dans les restaurants privés, les gens murmuraient. Même dans les taxis, les chauffeurs montaient le son de la radio quand les nouvelles de Timothy et Sharon étaient diffusées. Et quand sa propre mère l'appela, la voix teintée de déception et de chagrin, il ne put supporter de parler. Il raccrocha. Cette nuit-là, il était assis dans le noir, les yeux fixés sur la bague qu'il avait offerte à Sharon, toujours cachée au fond d'un tiroir. Il ne l'avait pas regardée depuis des mois. Maintenant, elle lui revenait comme une malédiction. Plongé dans la culpabilité, Alex s'est retiré de tout. L'homme qui autrefois aimait être vu ne pouvait plus affronter son propre reflet. Il a arrêté de se raser. Il a cessé de venir. Il buvait plus. Il dormait moins. Hanté par le souvenir de la femme qu'il avait humiliée, désormais adorée par des millions de personnes pour sa force et sa résilience, il repensait à tout cela dans ses moments les plus calmes, comment elle le suppliait de l'écouter, comment il l'accusait d'être stérile, comment il avait laissé Rita entrer chez eux comme un meuble de remplacement. Il se souvenait du dernier regard que Sharon lui avait lancé le jour de son départ, brisé, mais pas brisé. Il ne savait pas alors ce que cela signifiait. Maintenant, il le savait. Ce regard était l'ultime avertissement avant que le destin ne s'en aille. Alex Reid avait perdu une épouse,
un héritage et la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée. Et maintenant, le monde regardait l'homme qui autrefois se moquait de sa femme devenir une relique vivante de tout ce qu'il était. Le jour où Sharon a commencé à accoucher, le ciel de Washington DC s'est éclairé d'une douce pluie printanière. Ce n'était pas vraiment une tempête, mais l'air était lourd, comme si la ville elle-même retenait son souffle. L'aile médicale présidentielle, un espace sécurisé et pourtant paisible niché sous l'aile ouest, était dégagé et fortifié. Pas de sirène. Pas de gros titres. Juste des instructions chuchotées et des mouvements parfaitement coordonnés. Sharon avait commencé le travail tôt le matin, réveillée par une douleur persistante dans son ventre. Timothy était arrivé à ses côtés en quelques secondes, se mettant en mode protection totale sans la moindre trace de panique. Il la porta lui-même dans le couloir, lui murmurant des mots rassurants à l'oreille tandis que le personnel médical attendait avec précision. Malgré ses années de souffrance émotionnelle et de trahison, Sharon ne pensait plus qu'à cet enfant. Cette vie qui grandissait en elle n'était plus seulement la sienne. C'était une déclaration. Un témoignage vivant de sa survie. Chaque contraction devenait une libération de blessures passées. Les heures passaient. La douleur s'intensifiait. Mais, les dents serrées et les mains crispées, elle refusait de crier. Ni par peur, ni par défaite. Elle allait donner naissance à sa fille comme elle avait reconstruit sa propre vie, avec silence, force et grâce. Lorsque l'enfant est enfin arrivé, la salle d'accouchement était plongée dans le silence. Aucun applaudissement. Pas de caméra de télévision. Juste un souffle, le sien. Puis un second cri, plus doux, celui du bébé. Sharon sanglotait, non pas de douleur, mais de quelque chose de plus profond, de l'émerveillement. Timothy coupa lui-même le cordon ombilical, les mains tremblantes pour la première fois depuis des années. Le nouveau-né fut placé sur la poitrine de Sharon, les poings serrés, le visage rouge et crispé, les poumons déjà gonflés de protestation. « Elle est parfaite », murmura le médecin traitant. Et elle l'était. Sharon nomma son espoir Elizabeth Elvis, un prénom choisi non par sentiment, mais par prophétie. L'espoir, car c'était ce que représentait cet enfant. Pas seulement pour Sharon, pas seulement pour Timothy, mais pour toutes les femmes réduites au silence, abandonnées, brisées. Elizabeth, en hommage à la mère de Sharon, qui n'a jamais vu sa fille s'élever. Les photos n'ont pas fuité, mais un portrait officiel, celui de Sharon en blouse d'hôpital, sans maquillage, les larmes encore fraîches sur les joues, pleines d'espoir, la main de Timothy posée délicatement sur la leur, a été publié plus tard par le bureau du président. C'est devenu l'image de l'année. Ce n'était pas seulement une naissance. C'était la renaissance d'une famille, d'une force, d'une foi nationale en une pureté retrouvée. La réaction du public fut sismique. Les gens descendirent dans la rue, non pas pour protester, mais pour célébrer. Les banderoles qui réclamaient autrefois justice affichaient désormais « Bienvenue, bébé Hope ». Les présentateurs des journaux télévisés ont pleuré à l'annonce de la naissance. Les journalistes, autrefois à la poursuite des scandales, ont désormais salué le courage de Sharon. Les dons au refuge pour femmes ont triplé en 24 heures. Les hôpitaux ont constaté une hausse du nombre de mères donnant un prénom à l'espoir de leur fille. Ses rivaux politiques, qui avaient critiqué le silence de Timothy, ont désormais salué son intégrité et son sens du timing. Mais surtout, Sharon est devenue un symbole vivant, un rappel que le traumatisme ne définit pas la fin, et que la résilience peut porter des perles et porter le pouvoir au creux de sa main. N'étant plus l'ex-femme abandonnée ni la victime empoisonnée, elle avait transcendé les étiquettes. Et bébé Hope, dormant paisiblement dans un berceau près du bureau du président, était devenue plus qu'une enfant. Elle était un flambeau passé de la douleur à la promesse. Un rappel que même les trahisons les plus profondes peuvent engendrer quelque chose de divin. Alex se tenait devant l'entrée du jardin et de la résidence présidentielle, vêtu d'un manteau anthracite froissé qui pendait amplement sur une silhouette sensiblement plus fine qu'auparavant. Le costume qu'il portait en dessous était froissé, son col désaxé, ses yeux injectés de sang par des nuits blanches qui semblaient s'étirer sans fin depuis l'éclatement du scandale. L'homme autrefois fier, qui régnait sur les conseils d'administration avec ses sourires arrogants et ses remarques acerbes, ressemblait désormais à un fantôme, à moitié celui qu'il avait été, et plus du tout celui qu'il croyait être. Il serrait une enveloppe dans sa main, tremblant sous le vent du début de soirée qui lui piquait les jointures. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, une supplique qu'il avait réécrite 23 fois. Ses avocats lui avaient conseillé de garder le silence. Son attaché de presse l'avait supplié d'éviter toute nouvelle humiliation.
Mais la culpabilité les avait tous réduits au silence. Il avait besoin de la voir. De lui parler, non pas comme à l'homme qu'elle avait aimé, mais comme à l'homme qui avait détruit cet amour et qui se tenait maintenant en cendres. Une demande d'audience privée avait été accordée uniquement parce que Sharon l'avait autorisée. Non par sentiment, mais par souci de clôture. Il aurait droit à 10 minutes. Plus jamais. Et seulement sous surveillance. Le message était clair, il ne s'agissait pas de retrouvailles. C'était un règlement de compte. Elle entra discrètement dans le jardin, vêtue d'un doux manteau crème, les cheveux délicatement coiffés en un chignon bas. Pas de maquillage. Pas de garde. Juste des cadeaux. Son assurance le désarma plus que n'importe quelle accusation. Pendant un instant, Alex essouffla. La dernière fois qu'il l'avait vue, elle pleurait sur le sol en marbre, le suppliant de ne pas s'éloigner. Maintenant, elle s'avançait vers lui avec le calme d'une femme qui n'a besoin de l'approbation de personne, pas même de ses remords. « Sharon » murmura-t-il, ravalant la boule dans sa gorge. Elle hocha la tête sans rien dire. Il tâtonna avec l'enveloppe, puis la serra contre lui. « Je ne sais même pas par où commencer. Moi, ce que je t'ai fait, ce que j'ai laissé arriver. J'étais aveugle. J'étais faible. Je le vois maintenant. » Sa voix se brisa. « J'avais tort. Tu ne méritais pas ce que je t'ai fait. Je l'ai laissé faire. Je me laissais aller à des mensonges, car c'était plus facile que d'affronter mon propre vide. » Sharon resta immobile, les bras légèrement croisés sur la poitrine, l'expression indéchiffrable. « Tu étais ma maison » ajouta-t-il. « Et j'y ai mis le feu. » Un long silence s'en est suivi. Le vent faisait bruisser les branches au-dessus de ma tête. Quelque part dans la résidence, les doux cris de la petite eau résonnaient faiblement. Alex fit un pas en avant et lui tendit la lettre. « Je n'attends rien. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Vraiment. S'il te plaît. Pardonnez-moi. » Sharon ne prit pas l'enveloppe. Son regard se posa sur sa main tendue, puis revint à ses yeux. Elle prit une inspiration et parla d'une voix égale. « Je me suis déjà pardonné. C'était le plus dur. » Le visage d'Alex se crispa. « Quant à toi, continua-t-elle, je ne te déteste pas, Alex. Je n'ai simplement plus besoin de toi. Pas de conclusion. Pas de réponse. Pas d'excuse. » La finalité de son ton était plus dévastatrice que n'importe quel cri. J'ai tourné la page. J'ai trouvé la paix. Et la paix n'inclut pas l'homme qui m'a brisé. Elle se tourna pour partir, marquant une brève pause. Prends soin de ce qui reste de toi, dit-elle doucement. Puis elle disparut derrière les portes vitrées, laissant Alex seul dans un jardin ayant appartenu à l'homme en qui elle croyait. Il s'affala sur un banc à proximité, la lettre toujours serrée dans sa main, non ouverte ni lue. Au-dessus de lui, les lumières de la Maison Blanche clignotaient, illuminant la nuit telle une cité des anges. Et intérieurement, Sharon serrait sa fille contre elle, sans jamais se retourner. Certains chapitres ne sont pas faits pour être réécrits. Certaines portes, une fois fermées, sont faites pour le rester. Ce matin-là, l'air du Capitole était empreint d'un calme sacré, non pas né du silence, mais du recueillement. Des milliers de personnes se pressaient devant les majestueuses marches de marbre du Capitole, leur souffle perçant dans l'air frais de l'hiver, les yeux rivés sur la scène drapée de velours qui allait bientôt être le témoin de l'histoire. Les drapeaux flottaient doucement en berne, en souvenir des luttes d'un pays, mais ils se lèveraient plus tard en triomphe. Aujourd'hui était plus qu'une investiture. C'était une renaissance. Timothy Elvis, autrefois connu uniquement des conseils d'administration et des cercles secrets du pouvoir américain, allait devenir le 47e président des États-Unis. Mais alors qu'il se tenait derrière le podium, attendant le serment qui ferait retomber le poids du monde sur ses épaules, ce n'était pas sa présence qui stupéfiait le public. C'était la sienne. Sharon Pascal Elvis s'avançait vêtue d'une robe manteau crème sur mesure, brodée d'une légère doublure dorée qui scintillait comme une résilience sous le soleil hivernal. Son menton était haut, ses pas lents et gracieux, avec l'espoir bébé blotti dans ses bras, emmailloté de laine blanche et d'innocence. Elle ne saluait pas comme une artiste. Elle ne pleurait pas comme une martyre. Elle se tenait simplement debout, grande, radieuse, entière. Les caméras zoomaient instantanément, capturant chaque expression de son visage. Des millions de personnes qui regardaient depuis leur salon, aéroport,
salles de classe et hôpitaux ressentaient une émotion indescriptible. Ce n'était pas seulement une première dame. C'était une femme autrefois humiliée et rejetée, livrée à elle-même dans le froid, moquée pour son ventre et empoisonnée pour avoir osé porter la vie. Aujourd'hui, elle était le miroir de la nation, le reflet de ce que signifie s'élever sans perdre sa grâce. Briser et reconstruire. Régner sans vengeance. Tandis que le juge en chef prêtait serment, Timothy prit la main de Sharon et la serra fermement, leurs doigts entrelacés devant le monde entier. « Que Dieu me vienne en aide », déclara-t-il d'une voix ferme. Les applaudissements fusèrent comme le tonnerre. Les canons tirèrent des balles à blanc en l'air. Mais malgré tout cela, Sharon restait immobile, sa fille dans un bras, son mari à ses côtés, et l'avenir s'étendait devant elle comme un chemin qu'elle avait déjà parcouru les yeux bandés. Aucune couronne ne reposait sur sa tête, aucun sceptre à la main, mais la dignité de son silence, le calme de son regard et l'amour qu'il avait porté à travers l'enfer la consolidaient. D'épouse exilée à reine présidente, Sharon n'avait pas seulement survécu à son histoire. Elle l'avait réécrit, ligne par ligne, chagrin après chagrin, jusqu'à ce que le monde n'ait d'autre choix que de se rendre à l'évidence de sa véritable identité. Et maintenant, enfin, ils l'ont fait. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.